Bonjour à toutes et à tous. Ça fait très très plaisir de vous voir toutes et tous réunis pour célébrer ce moment. Bienvenue donc à toutes et à tous à l'inauguration officielle du bâtiment Perrin réhabilité. Il est magnifique ce bâtiment. Et de la maison Poincaré, un musée tout entier dédié aux mathématiques, au cœur d'un centre international de recherche, celui de l'Institut Henri Poincaré. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste et je vais avoir le grand plaisir de partager avec vous ce moment qui compte tant pour le partage des connaissances. Avant d'aller plus loin, toutefois, je vous propose de découvrir en images la maison Poincaré. Bonjour, bienvenue à la maison Poincaré. La maison Poincaré est située au cœur de Paris. C'est le premier musée en France entièrement dédié aux mathématiques et à leurs applications. Ici, le parti pris, c'est de partager avec tous les publics le plaisir de faire des maths. C'est de surprendre, d'éveiller la curiosité, de susciter l'émotion avec des manips, des dispositifs interactifs, des collections d'objets mathématiques. Et une expérience immersive inédite en réalité mixte. Cette expérience, c'est Holomath, une activité collective qui mêle le virtuel et le réel et nous fait toucher des univers inaccessibles à l'échelle humaine. La maison Poincaré a été imaginée et pensée par des chercheurs et des chercheuses. Elle est située au cœur d'un centre international de recherche, l'Institut Henri Poincaré, dirigé par Sylvie Benzoni. La maison Poincaré se veut accueillante pour tout le monde, les filles, les garçons, les femmes, les hommes, les personnes éloignées des mathématiques, les personnes en situation de handicap physique, sensoriel, donc les personnes malvoyantes, malentendantes, non-voyantes, sourdes. Tout le monde est bienvenu, nous vous attendons. La maison Poincaré, le lieu où les maths prennent vie. Bravo. Et merci à Fred Courant et à ses équipes. Alors, dans quelques minutes, ce sera le traditionnel moment de la coupure du ruban devant le bâtiment Perrin. Et que ce sera suivi ce moment par une visite des expositions permanentes et temporaires et de l'expérience Holomath, dont il a été question à l'instant. Mais avant ça, je vous propose d'accueillir avec moi sur scène les représentants des tutelles et partenaires institutionnels et privés de ce beau musée et des représentants de l'IHP. Et je vous propose tout de suite de donner la parole à Nathalie Drage-Temam, présidente de Sorbonne Université, qui est juste là et qu'on applaudit également, s'il vous plaît. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, chère Sylvie, monsieur le secrétaire général pour l'investissement, cher Bruno, monsieur le recteur délégué, cher Olivier, monsieur le premier adjoint à la maire de Paris, voilà, je fais l'appel. On est en amphi, je fais l'appel. Je vais oublier des gens, forcément. Madame la maire du 5e arrondissement, chère Florence. Monsieur le vice-président chargé de la jeunesse, de la promesse républicaine, de l'orientation et de l'insertion professionnelle, de l'enseignement supérieur. Je le fais comme ça, tout le monde, après, ne sera pas obligé de le faire. Hein, je le fais une fois, maintenant. Et, j'ai pas fini, et de la recherche de la région Île-de-France. Monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, monsieur le président du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré, cher Vincent, monsieur le président du conseil d'administration de l'Institut Henri Poincaré, cher Alain, je ne l'ai pas vu. Ah, Alain n'est pas là, donc il y a un absent. Madame la directrice de l'Institut Henri Poincaré, chère Sylvie, mesdames et messieurs, en vos titres et fonctions, chers et chers collègues.
Aujourd'hui, dans cet amphithéâtre, il y a ceux qui ont une compréhension intuitive, voire sensorielle des mathématiques. Je ne demande pas de lever la main. Ceux pour qui cela sonne comme une évidence, ces personnes-là sont juste en face de moi. Elles sont, soyons honnêtes, très peu nombreuses. Et puis, il y a ceux pour qui les mathématiques sont une langue codifiée, que l'on prend plaisir à pratiquer, un ensemble de problèmes ou d'un jeu d'énigmes qu'il faut résoudre. Peut-être est-ce une majorité d'entre vous, mais une trop faible minorité de notre société. Enfin, il y a ceux qui appréhendent les mathématiques à travers les usages que l'on peut en faire, à travers leurs applications, des choses simples du quotidien, sans qui les mathématiques deviennent soudain très complexes. Ceux-là sont certes plus nombreux, mais devraient l'être davantage. Et demain, à cette même place, qui nous fera face? Je le souhaite, plus d'initiés aux mathématiques, de passionnés, de visionnaires, car grâce à des initiatives comme ce musée, les mathématiques seront devenues une matière vivante, que l'on peut modéliser, connecter, inventer, visualiser, partager et même respirer. Tout simplement que l'on peut aimer et faire aimer. Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, la Maison Poincaré n'est plus uniquement notre maison, celle de Sorbonne Université et du CNRS. Désormais, c'est aussi votre musée. Un musée démocratique où chacun y a sa place, ouvert sur la société. Un musée universitaire où la culture scientifique devient artistique. Un musée engagé où l'on lutte contre les clichés et les inégalités. Engagé aussi auprès des enfants, des étudiants et dans la formation des enseignants. Devenir, c'est la dernière salle du musée que je n'ai pas citée, pourtant la plus importante. Nous avons, avec ce projet, une mission de service public fondamentale, celle de préparer notre avenir. L'enjeu est de taille et nous ne pouvons plus attendre. Oui, il faut que notre société dans notre société un retour aux fondements, au langage, qu'il soit verbal ou mathématique. Mais il ne faut pas un retour aux méthodes d'antan. Non. Il nous faut un enseignement innovant, basé sur un socle solide que permet la recherche de pointe. Notre appréhension des mathématiques doit être renouvelée en fonction des questions de société pour ne pas être déconnecté. Adossé à un centre de recherche international au cœur du campus parisien de Sorbonne Université, en lien avec la pluridisciplinarité, la Maison Poincaré rend tout cela possible. Les enseignants qui découvriront seuls ou avec leurs élèves ce musée expérimenteront les mathématiques autrement. De retour en classe, ils auront une nouvelle façon de les appréhender et de les enseigner, donc de les faire aimer à nos enfants. Il est toujours question de passion lorsqu'il s'agit d'enseignement, que l'on soit élève ou enseignant. Avec ce musée unique en France, toute la communauté scientifique va œuvrer à ce qu'il n'y ait plus d'appréhension ou de rejet des nombres et des fractions dès le plus jeune âge. Pour que la France soit une grande nation des mathématiques, autant par la formation qu'elle dispense aux élèves que par l'excellence de la recherche qu'elle développe déjà. Je salue ici les collègues de l'UFR de mathématiques qui portent au plus haut niveau notre université. L'ensemble des partenaires institutionnels qui ont permis de faire exister ce musée témoignent de notre volonté à tous d'y parvenir, et je les remercie. État, région d'Île-de-France, Ville de Paris, Fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré, CNRS, Sorbonne Université, sans oublier le PERIF, engagé dans la conception de ce projet. À cet instant, je suis heureuse de vous accueillir ici dans la Maison Poincaré et fière de l'investissement de chacune et chacun dans ce musée. En particulier de tous les collègues de l'IHP qui ont mis leur intelligence et leur énergie pour que nous en arrivions jusqu'ici. De Cédric Villani à l'initiative, à Sylvie Benzoni, avec le soutien précieux d'Élodie Christophe-Chéroux et de tous les personnels anciens et actuels, je sais votre engagement et votre temps sans compter mis au service de ce projet. Cette inauguration pour laquelle nous sommes ici réunis est la vôtre. Bravo. Bienvenue à toutes et à tous dans la Maison Poincaré. Je vous remercie. Et c'est nous qui vous remercions, Madame la Présidente. Tout naturellement, je vais demander... Tout naturellement, mesdames et messieurs, je demandais à la directrice de l'IHP, Sylvie Benzoni, de nous rejoindre. Alors, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Je ne suis pas sûre d'avoir la même liste que Nathalie. Pardon. Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, monsieur le premier adjoint ou madame... Monsieur le premier adjoint à la mairie de Paris, monsieur le vice-président de la région Île-de-France, monsieur le recteur de la région académique Île-de-France, madame la présidente de Sorbonne Université, chère Nathalie, monsieur le président général du CNRS, cher Antoine, monsieur le président du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré, cher Vincent, monsieur le président du conseil de l'IHP, cher Alain, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chères familles aussi, nous célébrons aujourd'hui avec vous l'aboutissement d'un projet ambitieux lancé il y a une douzaine d'années avec un double objectif, offrir plus d'espace aux activités scientifiques de l'Institut Henri Poincaré et ouvrir un lieu d'échange entre sciences et société. De multiples acteurs et actrices ont permis de mettre le projet sur le rail de lancement. Le directeur d'alors, Cédric Villani, et son inlassable force de persuasion. Étienne Gouin, qui avait attiré son attention sur le bâtiment Perrin. Jean-Philippe Usan, directeur adjoint de l'IHP. Jean-Louis Missica à la ville de Paris. Isabelle Tisse-Saint-Jean à la région Île-de-France. Patrick Gérard, recteur de Paris à l'époque. Jean-Charles Pomerol, président de l'université Pierre et Marie Curie. Les présidents successifs du conseil de l'IHP, Nicolas Chanu et Alain Bénichou, Christophe Zorger au CNRS, Franck Paccard au ministère, j'en oublie sûrement et pardonnez-moi. Le décollage eut lieu en 2017 grâce à un contrat plan État-région impliquant fortement la ville de Paris et bien sûr l'université et le CNRS. Lorsque je pris la relève début 2018, le laboratoire de chimie physique, matière et rayonnement avait déménagé. Le bâtiment Perrin devait être complètement réhabilité et accueillir ce musée qui n'avait pas encore de nom. Ni de nom, ni de contenu, hormis deux idées phares. Mettre en valeur des objets mathématiques de la collection de l'Institut Henri Poincaré et innover avec le projet de réalité mixte Holomat, comme un pont entre deux siècles. Le vol fut long avant l'atterrissage d'aujourd'hui, avec cette fresque conçue par Olga Paris-Romaskevitch, faisant le pont entre les deux bâtiments. Le chemin parcouru entre-temps est extraordinaire. Je ne saurais remercier assez les innombrables personnes qui ont bien voulu contribuer à cette aventure collective, professionnelle comme bénévole, et avec qui j'ai eu l'immense plaisir de travailler. Une aventure qui a permis d'aboutir à cet écrin, le magnifique et lumineux bâtiment Perrin dessiné par Atelier Novembre, Marquis Zépi et Jacques Pajot qui sont là, et à ce bijou, le musée que nous avons choisi d'appeler la Maison Poincaré, façonné par les scénographes de Duhémin, donc Rémi Dumas en particulier, ciselé par les graphistes de Pentagone, serti de pierres précieuses réunies et taillées par la muséographe Céline Nadal, et muni d'une pépite comme symbole, le rulpidon d'Ulysse Lacoste. Nous avons pu compter sur le soutien constant de Sorbonne Université, propriétaire et maître d'ouvrage, de l'EPORIF, maître d'ouvrage délégué, du CNRS, de la ville de Paris et de la région Île-de-France, de l'État notamment à travers le plan France Relance, ainsi que du fonds de dotation et même de l'association des publications de l'IHP, que toutes les personnes impliquées en soient vivement remerciées. Et j'ai une pensée particulière pour les personnes de terrain qui sont ici, comme Alix de Vaucoux et de chez Novembre et Jules Guineberto de l'EPORIF. Alors, je dois faire un geste. Vous pouvez lire dans cette farandole qui devrait apparaître magiquement. Voilà. Vous pouvez lire les noms de toutes les personnes administratives et techniques qui ont travaillé ou travaillent encore à l'IHP depuis le lancement du projet. En principe, tout le monde est là. Donc il est difficile de citer des noms sans commettre d'impair. Je voudrais néanmoins remercier nommément pour leur travail remarquable Marion Lévig, qui a été chef de projet de 2016 à 2021, et puis Élodie Christophe Chéroux, citée par Nathalie, qui est responsable de la Maison Poincaré depuis 2022, Adrien Rossi, qui porte entre autres le projet Holomat, et puis toutes les autres personnes de l'IHP qui sont sur le pont pour cette inauguration. Donc je citerai par exemple, mais ce n'est pas exhaustif, Allegra Calabrese, Éric Chaffard, Yves Daprat, Alexandre Duplessis, Henri Duvillard, Émilie Faure, Issane Jouda, Florence Lamy, Jeff Renoda, Sally Sécardin. Sans oublier notre secrétaire général, que j'ai perdu de vue, Aurore Marcos, dont ce sont les derniers jours à l'IHP, et puis bien sûr les directeurs adjoints successifs, Rémi Monasson et Dominique Moana, directeur adjoint aujourd'hui.
Pour avoir plus de noms, je vous invite à consulter ce qu'on appelle l'ours de l'exposition permanente pour mesurer la diversité des personnes sollicitées pour bâtir la maison Poincaré. Et j'aimerais remercier tout particulièrement mes complices scientifiques, Clotilde Fermagnan-Camerer et Antoine Chamberlois, avec qui nous avons embarqué des dizaines d'autres collègues et professionnels de l'éducation et de la médiation. Et aussi, bien sûr, un grand merci à nos ambassadeurs et ambassadrices qui accompagnent le lancement de la maison Poincaré. Je peux citer rapidement leurs prénoms. Nathalie, Hugo, Sylvain, Lucas, Lisiane, Mathilde, Patrice, Gabriel, Gaël, Susanna, pour ne citer que les personnes que je n'ai pas encore citées. J'aimerais vous en dire beaucoup plus sur cette aventure et parler de nos partenaires, comme la Maison des mathématiques et de l'informatique à Lyon, Fermascience, près de Toulouse, avec qui nous développons des expositions temporaires, la Maison pour la science par Île-de-France, à Sorbonne Université, le rectorat de Créteil et son projet vers une nouvelle équation académique, nos voisins, le musée Curie et l'Institut de biologie physico-chimique, avec qui nous partageons une histoire commune, nos partenaires médias, que vous avez pu voir à l'entrée, Arte, Epsilon, France Culture, et la Galerie Wagner, grâce à qui nous avons 2 œuvres éphémères de Nathalie Junot-Ponsard qui illuminent les espaces de leurs belles couleurs. Toutefois, il va être temps que je passe la parole à Vincent Lefieux, donc président du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré, que je remercie chaleureusement pour son action et à qui je confie le soin de remercier nos partenaires entreprises et mécènes particuliers qui accompagnent et soutiennent la maison Poincaré. Je vous remercie pour votre présence à tous et toutes, en espérant vous revoir souvent dans ce lieu unique, notre joyau pour les mathématiques et la société. Merci. Merci et bravo, Madame Benzoni. Vincent Lefieux nous rejoint, président du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour monsieur. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, monsieur le premier adjoint de la mairie de Paris, monsieur le recteur de la région académique Île-de-France, madame la présidente de Sorbonne Université, chère Nathalie, madame la directrice de l'Institut Henri Poincaré, chère Sylvie, monsieur le président du conseil de l'Institut Henri Poincaré, qui est là, voilà. Donc, comme ça, je mentionne oralement qu'il est bien parmi nous. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de m'adresser à vous au nom du fonds de dotation de l'Institut Henri Poincaré. Alors, créé en 2017 par Cédric Villani, ici présent, pour approcher le monde académique de la société et du monde économique. Ce fonds est animé avec force et engagement par sa déléguée générale, Brigitte Zana, ici présente. À travers elle, je remercie l'ensemble des personnes qui ont œuvré au sein du fonds, ainsi que le conseil d'administration qui accompagne avec expertise et bienveillance le développement de ce fonds de dotation. Le fonds ne pourrait œuvrer sans une relation de proximité et de confiance avec l'Institut Henri Poincaré, et je me dois de mentionner le plaisir que j'ai à travailler avec vous, Madame la directrice, chère Sylvie. La vocation première du fonds de dotation est d'accompagner les projets portés par l'Institut en faveur de l'éducation, la formation aux mathématiques et aux sciences et à la recherche. À l'ensemble des équipes de l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, je témoigne ici de l'admiration et de la reconnaissance pour ce si bel ouvrage. Merci à vous. Les donateurs et donatrices, particuliers, entreprises et fondations d'entreprises, partagent les valeurs et les ambitions portées par l'Institut Henri Poincaré. Ils apportent leur contribution financière, évidemment, mais également en termes de compétences. Sans pouvoir citer tout le monde, ce serait évidemment trop long. Vous pourrez voir sur le site du fonds de dotation l'ensemble des parties prenantes. Je vais quand même mentionner ici un certain nombre de parties prenantes. Donc, au titre des mécènes individuels, Pierre-Emmanuel Juillard, Philippe Azoulay, Marie-Noëlle Motez, la Fondation Daniel Yangonizer, Claude Alagnon, Gauthier Marty. Au titre des entreprises, BNP Paribas, RTE, Vivienne Investissement, IBM, Diatem, Exocet Consulting, la Française des Jeux. Mentionnons également que la Fondation L'Oréal nous avait accompagnés dans le passé. Faire vivre cet écrin nous oblige tous, et je peux vous assurer ici, Madame la Directrice, du soutien indéfectible du fonds de dotation et de ses parties prenantes, les donateurs et donatrices. Merci à vous. Merci, Monsieur Lefieux. Il est temps d'entendre le président directeur général du Centre national de la recherche scientifique, Antoine Petit.
Madame la ministre, chère Sylvie, je vais oser de ne pas reprendre la liste protocolaire, peut-être que vous en avez assez. Je veux dire, je suis particulièrement content d'être là à double titre. À titre de PDG du CNRS, bien sûr, mais aussi à titre personnel. Parce que je vais vous faire un aveu. Moi, j'ai toujours trouvé que les plus beaux amours, ce sont les amours de jeunesse. Et moi, j'ai eu qu'un amour de jeunesse, c'était les mathématiques. Quand j'étais petit, je me suis jamais posé la question de ce que je ferais dans la vie. Je ferais les mathématiques et en fait, j'ai mal tourné, je fais de l'informatique. Hein, non, bon, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Et j'ai fréquenté ces lieux dès le début des années 80, quand c'était le début de l'Institut Henri Poincaré. Et lorsque, à l'époque, donc l'Institut Henri Poincaré, qui avait été créé dans la fin des années 20, nos deux universités, nos deux universités, le CNRS n'est pas une université. Quel lapsus, ça commence mal. En fait, les deux universités, c'est un lapsus qui est au fait qu'à l'époque, Sorbonne Université, ça s'appelait Paris 6. Et donc Paris 6 et le CNRS ont décidé de réhabiliter l'Institut Henri Poincaré. Et ça fait donc maintenant plus de 40 ans que nos deux institutions travaillent, je crois, de façon extrêmement efficace, main dans la main. Comme dans toute famille, ça nous arrive parfois que la température monte un peu. Mais à la fin, si on regarde tout ce qu'on réalise ensemble, je pense qu'on peut être fier de ce qu'on fait. Et l'Institut Henri Poincaré est une excellente réalisation de ce qu'on a pu faire ensemble. Alors, Paris 6 devenu, je parle des étapes Sorbonne Université, et le CNRS, l'Institut Henri Poincaré est dédié bien sûr essentiellement aux mathématiques, mais n'oublions pas la physique théorique, n'est-ce pas Thierry? Je crois que c'est important de le rappeler. Et donc ce qu'on va inaugurer aujourd'hui, ce qu'on inaugure, c'est pas seulement la maison Henri Poincaré, c'est aussi le bâtiment Jean Perrin. Donc Jean Perrin, pour le CNRS, ça fait évidemment écho, puisque vous savez, Jean Perrin est un des deux pères fondateurs du CNRS, avec Jean Zay. Et le CNRS est très fier que ces deux pères fondateurs soient juste à côté, au Panthéon. C'est quand même pas mal. Et donc, on inaugure un lieu qui va permettre, je crois que c'est pas loin de 2000 mètres carrés, d'accueillir encore plus de recherche en mathématiques, encore plus de recherche en physique théorique. Un peu même, des fois, on a réussi à mettre un peu d'informatique sans que les mathématiciens s'en rendent compte. Mais ça, il ne faut pas le dire. Et je crois que c'est essentiel et qu'il faut aussi rappeler ça. Et que d'une certaine façon, la maison des mathématiques est si importante, elle a été dit, elle trouve toute sa place dans ce cadre général. Et je trouve que c'est absolument formidable d'avoir réussi à concilier une recherche de pointe, de la formation de haut niveau, et aussi finalement une maison qui va permettre d'ouvrir les mathématiques à l'ensemble de la communauté. Si je me réfère à ma jeunesse, là, je vais dire un truc qui est politiquement pas correct et je m'en excuse à l'avance. Je trouve que tout ce côté pratique des mathématiques, là, des fois, moi, je trouvais ça juste beau parce que c'était beau les mathématiques, mais j'ai bien compris que fallait plus faire comme ça et que maintenant, voilà. Et c'est très très bien de faire des trucs comme ça. Mais on a le droit d'être perturbé par rapport à sa jeunesse, n'est-ce pas? Et donc, c'est formidable d'avoir réussi à démontrer tout ce que les mathématiques permettent de faire, à quoi ça sert, entre guillemets, avec tous les guillemets autour de servir. Et je crois qu'être capable de toucher les jeunes, c'est absolument essentiel. Maintenant, ce qu'il faudra, et je pense qu'on va tous œuvrer ensemble, c'est attirer les gens. C'est bien d'avoir un écrin, mais il faut qu'il y ait des participants. Cet écrin est assez formidable, et j'en profite pour remercier de façon très chaleureuse et la ville de Paris, et la région Île-de-France, et les partenaires industriels, et bien sûr France 2030, le ministère. Je pense que c'est vraiment une œuvre collective qu'on a réussi à faire, qu'il nous appartient aussi collectivement de la remplir, et ça va être un vrai challenge, parce qu'on a besoin de mathématiques. Donc, je me suis dit, peut-être en anticipant, que la présence de Bruno Bonnell et de notre ministre, le fait qu'il parle après, peut-être on pouvait se dire qu'on allait avoir quelques annonces, je ne sais pas, positives pour les mathématiques, on peut toujours espérer encore quelques instants. Et je crois qu'on en a vraiment besoin, parce que les assises des mathématiques l'ont démontré, on a besoin de mathématiques. On n'a pas seulement besoin de mathématiciens, mais on a besoin de mathématiques. On a eu plusieurs témoignages de grands patrons industriels qui sont venus nous dire à quel point ils avaient besoin de mathématiques.
Je pense, on le voit au CNRS, que toutes les sciences ont besoin de mathématiques, n'est-ce pas Alain? Pas que de mathématiques, Alain est physicien, donc je commence à avoir... Mais on a besoin de mathématiques dans énormément de domaines, et je crois qu'on a besoin d'assurer cette formation. Et là, il y a un vrai sujet qui se pose, qui va bien au-delà de ce qui nous réunit aujourd'hui, hein, c'est d'avoir des professeurs, parce que c'est bien d'ouvrir des postes au concours, mais encore faut-il avoir des candidats et des candidates. C'est bien aussi probablement que les professeurs des écoles, qui sont, je crois, à 95% de formation plutôt littéraire, soient capables, même s'ils étaient eux-mêmes peut-être en échec parfois par rapport aux mathématiques, qu'ils soient capables d'enseigner de la science, de donner envie, et au fond d'attirer les enfants et les enfants, quel que soit leur âge, dans ce musée. Et donc, c'est, je crois, vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Je crois qu'on a, encore une fois, à le faire vivre. Donc, un grand merci à Sylvie, bien sûr. Merci aussi à Cédric, qui a eu cette idée. Hein, ça a été souligné, mais je pense que c'était essentiel. Et donc, juste vous dire que, toujours à côté de Sorbonne Université, si Sorbonne Université veut bien, mais je suis sûr qu'elle veut bien, Nathalie, on va continuer à faire vivre et cette maison des mathématiques et cet institut Henri Poincaré. Je crois que c'est notre pays qui a besoin de mathématiques. Et c'est pour ça que cette maison est essentielle. Merci beaucoup. Merci pour ces mots, Antoine Petit. Merci beaucoup. Emmanuel Grégoire est premier adjoint à la mairie de Paris, en charge de l'urbanisme, de l'architecture, du Grand Paris, des relations avec les arrondissements et de la transformation des politiques publiques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si on m'avait dit quand j'étais jeune que j'interviendrais dans cette salle, je ne l'aurais pas mis sur le compte de mes compétences en mathématiques, même si je me défendais. Mais c'est évidemment pour moi un moment extrêmement important et émouvant. D'abord parce que ça a été évoqué plusieurs fois. Saluer Madame la Ministre. Et je me contenterai de ça, mais de saluer toutes les éminentes personnalités qui ont contribué. C'est d'abord une affaire de passionnés, de gens engagés. Cédric Villani, j'y reviendrai tout à l'heure, il a joué un rôle tout à fait essentiel. Évidemment, ça a été dit aussi, je pense à Jean-Louis Messica, Isabelle Tissangean et aujourd'hui ceux qui portent ces politiques, je pense notamment à Marie-Christine de Mardelet. Il y a également notre adjoint aux finances dans la salle. Nous avons confié les finances à un mathématicien qui a été étudiant dans cette salle, ce qui devrait, je l'espère au moins à cet auditoire, donner quelques garanties de sérieux s'il y en avait besoin. C'est un moment important parce que ici on est à la convergence de ce qui fait l'excellence de la tradition de la recherche française et ce bâtiment a un héritage extraordinaire. Évidemment, on est dans le 5e arrondissement, sur la montagne Sainte-Geneviève. Je veux saluer Madame la maire du 5e arrondissement, dans lequel nous portons tous collectivement, pouvoir public et institutions de recherche, une éminente responsabilité de passation, de transmission et évidemment de renforcement. D'abord, sur le campus de l'Université Pierre et Marie Curie, vous l'avez dit, Monsieur le Président, sur le laboratoire Jean Perrin, prix Nobel 1926, qui était à la fois fondateur du CNRS et du Palais de la Découverte, qui, dans la vertu pédagogique que nous portons, que vous portez ici, évidemment a une résonance toute particulière. Cet intimidant patronage est évidemment quelque chose qui nous oblige. L'objectif du projet initial, c'est évidemment, mais vous êtes d'éminents spécialistes et je n'ai pas en la matière de choses à dire de très intéressantes, si ce n'est d'accompagner la vocation de pédagogie, la vocation d'ouverture qui illustrait le film introductif que vous nous avez présenté et qui illustre à merveille ce lieu dont évidemment je connais les détails de programmation. C'est un sujet d'héritage, de patronage et de transmission et évidemment je ne peux pas ne pas être humble quand on est sur les portraits de Mirzakhani et de la place très difficile pour les femmes dans un milieu qui reste très masculin, j'y reviendrai. Évidemment, Alan Turing, et avec le plaisir en plus de voir qu'il a une résonance dans l'opinion parce que des œuvres grand public contribuent à éclairer les histoires magnifiques de ces chercheurs, parfois anonymes. Et quand on pense à Alan Turing, dont l'histoire de sa vie à lui n'a pas reconnu à la juste valeur l'engagement et l'immensité de son génie, et évidemment aussi Ramanujan, parce que ça renvoie à une mythologie en mathématiques peut-être plus que dans d'autres domaines, des autodidactes et de ce génie parfois inexplicable qui permet aux plus grands esprits
d'accomplir d'immenses choses. Je voudrais quand même aussi profiter de l'occasion pour évoquer quelques sujets un peu plus lourds. Il y a évidemment celui au global de la précarité étudiante qui touche notre pays. Et voilà, je sais que c'est un sujet sur lequel beaucoup travaillent, mais c'est un sujet pour nous de préoccupation évidemment majeure. Et il y en a un autre qui nous préoccupe, et je suis persuadé que l'Institut Henri Poincaré et la Maison Poincaré, rendre hommage d'ailleurs au talent de création graphique du logo, parce que j'avais pas compris, et puis là d'un coup, dans un saisissement génial, j'ai compris et je me suis dit eureka. Et je me dis beau boulot de l'équipe de communication. Mais moi j'ai été bercé dans ma jeunesse sous cette expression d'un professeur de mathématiques notamment qui peut tout souvent utiliser ce calembour Cicéron c'est Poincaré, ce qui est quand même une blague de matheux, hein, il faut bien l'admettre, tout en rappelant que ce n'était pas le Poincaré mathématicien, mais son cousin président, comme quoi il y avait d'autres succès dans la famille. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un enjeu majeur en France en matière de mathématiques. La France, et je le dis très humblement devant les grands spécialistes que vous êtes pour beaucoup, a une tradition d'excellence reconnue sur le plan international, peut-être unique, sous le contrôle là aussi des spécialistes, 13 médailles Fields. Et pourtant, les résultats scolaires de nos enfants sont trop faibles en matière de performance en mathématiques, et ils sont particulièrement graves en matière de discrimination sociale et de discrimination de genre, y compris en matière de discrimination de genre, on le sait, dans les filières d'excellence. Au début du CP, il n'y a que 46% des élèves qui sont accueillis dans des écoles dites RED+, hein, vous connaissez la classification, qui présentent une maîtrise satisfaisante des mathématiques dans le domaine de typologie qu'on appelle résoudre des problèmes, contre 75% des élèves qui sont accueillis dans une école privée sous contrat. C'est donc évidemment une discrimination sociale qui a des éléments d'explication, mais qu'on ne doit pas accepter et dont l'objectif central du service public de l'éducation est de le corriger. Deuxièmement, les stéréotypes de genre continuent à jouer un rôle extrêmement important dans les filières scientifiques en général, mais en mathématiques en particulier, avec des chiffres qui montrent des régressions ces dernières années. La part des filles en spécialité mathématiques en terminale aurait chuté, aussi, il y aura besoin d'un peu de recul, mais aurait chuté de 8 points en 2 ans, redescendant en dessous du niveau de 1994. Il n'y a aucune justification à cela, et évidemment chacun doit y prendre sa part. Ça va depuis les acteurs de l'éducation nationale, les collectivités territoriales, etc. Mais évidemment, les filières d'excellence ont en la matière un rôle très important. On y contribue beaucoup à la ville de Paris, avec des dispositifs éducatifs importants. Je pense à l'appel à projet Culture Scientifique porté par Marie-Christine Lemardelet notamment, qui finance des associations dont l'objectif est de réduire les inégalités d'accès aux matières scientifiques, en particulier chez les filles et les femmes. Je me réjouis également que cette maison, et c'est sa vocation pédagogique, soit composée de scolaires, puisse accueillir à partir de la 4e des scolaires en grand nombre, en ciblant, si j'ai bien compris les objectifs ici sont confirmés, au moins une moitié d'élèves venant de zones prioritaires, visant également à bien assurer la parité de genre, d'inclusion, notamment des publics malvoyants et malentendants, pour lesquels, évidemment, des dispositifs particuliers doivent et seront mis en place. La ville de Paris a soutenu dès l'origine ce projet. Cédric, quelques mots sur toi. Quand tu es venu parler de ce projet, nous y avons tout de suite adhéré. Aussi, et les budgets à la fin n'étant pas exactement les budgets du début, je ne sais pas combien au final, mais sur 14 millions d'euros, la ville de Paris a financé 8 millions d'euros pour cette institution. Nous considérons que c'est un outil de pont entre l'excellence et le grand public et l'envie de donner, l'objectif de donner envie à de tout jeunes de comprendre qu'il y a de héros pas seulement dans les films et pas seulement dans les séries de policiers, et que, y compris à travers l'incarnation cinématographique, grand public, on donne à ces parcours tout le mérite que nous leur devons. Et donc, évidemment, nous allons poursuivre et accompagner le travail de l'Institut et de cette maison Henri Poincaré. Comme disait Pascal, la vie n'est bonne qu'à étudier et à enseigner les mathématiques. Et Victor Hugo, parce que j'aime beaucoup Victor Hugo, c'est mon côté moins matheux,
il avait une très belle formule. Les mathématiques ne sont pas une moindre immensité que la mer. Vive les mathématiques, vive la maison Henri Poincaré. Merci à tous. Emmanuel Grégoire, merci beaucoup pour ces mots. Je voudrais qu'on donne la parole à Monsieur Othman Nasrou, vice-président à la région Île-de-France en charge de la jeunesse, promesse républicaine, orientation et insertion professionnelle, et enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup et je vais faire les salutations d'usage. D'abord parce que vous ne les avez peut-être pas suffisamment entendues et ensuite parce que quand on a la chance d'avoir autant de personnalités, et ceux qui en dit long d'ailleurs sur l'importance et du lieu où nous sommes et du moment que nous partageons, eh bien je vais les saluer. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, Madame la présidente de Sorbonne Université, Monsieur le président directeur général du CNRS, je salue bien sûr la directrice de l'IHP, le président du fonds de dotation, le président du conseil de l'IHP, monsieur le premier adjoint à la maire de Paris, madame et monsieur les adjoints à la maire de Paris, je salue la présence parmi nous du président de l'ANR et de Cédric Villani, bien sûr, que je veux aussi saluer. Je salue l'ensemble des enseignants, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des membres, des personnels, à la fois de l'IHP, du CNRS et de Sorbonne Université. Et je salue l'arrivée du nouveau recteur délégué de la région académique. Et en vous disant cela, ça me permet, puisque j'ai épuisé quasiment mon temps de parole, de souligner la dimension partenariale, effectivement, comme ça a été dit, de cette très belle opération. Et je salue aussi la maire du 5e arrondissement, qui se fait discrète sur le côté, mais qui, évidemment, est venue aussi, parce que nous sommes ici sur une très belle opération. Et ce que je vais vous dire, je vais le dire de manière brève et très claire. Nous sommes très fiers à la région, avec la présidente de la région, Valérie Pécresse, d'être parmi vous aujourd'hui, dans un lieu aussi emblématique, ça a été dit, qui a une longue histoire derrière lui, qui a autant évolué, qui prend aujourd'hui, encore une fois, un nouveau chemin. Et c'est une fierté d'avoir un lieu d'excellence en matière de mathématiques et de physique théorique, et puis d'être présent à vos côtés dans cette opération de rénovation, qui est emblématique aussi sur le plan environnemental. Je veux le souligner, et je le dis en voulant dire devant Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, l'ambition du nouveau contrat de plan État-région, qui a désormais démarré et qui est aussi marqué à la fois par son ambition financière, plus d'1 milliard d'euros que nous mettons en commun, et je m'en réjouis, pour financer des lieux, des rénovations absolument essentielles, attendues parfois depuis longtemps dans l'enseignement supérieur et dans la recherche, mais avec une exigence environnementale très forte sur un certain nombre de ces opérations. Je veux aussi vous dire qu'effectivement, nous allons accompagner ce lieu dans la durée s'agissant de la diffusion de la culture scientifique, notamment auprès du public scolaire. Ça a été dit par le premier adjoint à la maire de Paris. Et donc, évidemment, cet engagement de la région est inscrit aussi dans la durée. Je veux aussi partager ce qu'a dit Emmanuel Grégoire. On se dit les choses. Nous avons des lieux d'excellence en matière de mathématiques, des chercheurs, des enseignants de très très haute renommée internationale. Nous avons rencontré récemment avec la présidente de la région un certain nombre d'entre eux, et nous avons malgré tout un niveau en mathématiques qui malheureusement s'est considérablement affaibli, et ça doit être pour nous un sujet de préoccupation. Et en vous disant cela, je veux au nom de la région vous lancer un appel. Nous prenons notre part, bien sûr, dans tout le travail qu'il y aura à faire pour relever ce niveau. Nous avons par exemple pris une initiative en matière de manuels libres, et peut-être que certains parmi vous portent des initiatives de ce type-là. Ce sont des enseignants qui sont venus nous voir sur un certain nombre de disciplines pour créer des manuels libres. Nous avons un dispositif aussi, là aussi c'est un appel que je vous lance, qui s'appelle Parole de chercheuses et de chercheurs, qui consiste à avoir tout simplement des enseignants, des chercheurs qui vont dans les lycées pour présenter leur métier et effectivement vaincre cette autocensure qu'on a parfois, notamment chez les jeunes filles, dans les filières scientifiques. Et donc je lance cet appel parce que nous avons aussi besoin de vous pour faire connaître tous ces beaux métiers de la recherche et des mathématiques en particulier. Et nous allons toucher 200 lycées d'ici la fin de l'année 2024, à chaque fois in situ, avec ces témoignages qui seront livrés à tous nos lycéens et à toutes nos lycéennes. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour être très bref. Merci à toutes et à tous vraiment de ce beau moment, de ce bel événement et surtout de ce lieu magnifique qui, je l'espère, fera rayonner encore plus les mathématiques en Île-de-France. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Nasrou. Merci pour ces mots d'enthousiasmant. Merci beaucoup, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Monsieur le secrétaire général pour l'investissement, cher Bruno, et vous verrez
que je vais associer Bruno Bonnel et évidemment le SGPI à une partie du discours, voire plusieurs. Donc, il sera en écho. Et merci Bruno. Monsieur le recteur délégué de l'enseignement supérieur, de la recherche, de l'innovation de l'Île-de-France, cher Olivier, monsieur le vice-président, comme cher Othman, comme vous, je donne la liste parce que je pense aussi que c'est important d'associer et de montrer ce projet collectif. Donc, monsieur le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, chargé de la jeunesse, oui, mais c'est beau, de la promesse républicaine, de l'orientation, de l'insertion professionnelle et bien sûr de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le premier adjoint à la mairie de Paris, madame l'adjointe à la mairie de Paris, chargée en particulier de l'enseignement supérieur et de la recherche, madame la maire du 5e arrondissement, madame la présidente de Sorbonne Université, chère Nathalie, monsieur le président directeur général du CNRS, cher Antoine, et puis bien sûr, madame la directrice de l'IAP, madame la directrice de cet bel institut, chère Sylvie, monsieur le président de fonds de dotation de ce bel institut aussi, cher Vincent Lefieux. J'en dirai un mot tout à l'heure, mais je pense que ce binôme représente beaucoup aussi pour moi et votre présence ici énormément. Ça fait vivre ce type de structure aussi, c'est important. Je voudrais commencer par remercier en particulier Claudine, je ne sais pas où est Clotilde, merci. Clotilde Fermenian et aussi Sylvain Faure, je ne sais pas où il est. Merci Sylvain pour la belle visite guidée à laquelle j'ai eu droit tout à l'heure, ce beau résumé avec Sylvie évidemment, mais j'y reviendrai, et qui ne donne qu'une envie, c'est de revenir découvrir l'ensemble de cette maison, l'ensemble de ce musée. Chères toutes, chers tous et chers collègues, alors c'est peu dire que c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui parce que, je vais en parler aujourd'hui, il y a les maths, il y a les sciences, et puis il y a cette notion de maison, musée, accessible à toutes, ouvert, de diffusion de culture scientifique, consacré en ce lieu aux mathématiques. Mais pour moi, c'est un lieu important, c'est une mission propre de nos institutions, que ce soit les universités ou les organismes, et d'avoir ces musées, ces maisons ouvertes vers le public et en particulier vers la jeunesse. Je crois qu'il faut d'abord dire que ça fait partie de nos missions pleines et entières, missions qui doivent être, et ça a été très bien dit auparavant, partagées avec les acteurs du territoire, parce que seul, on n'y arrive pas, et ça en est un bel exemple parmi tant d'autres. Et je voudrais dire que l'enseignement supérieur, la recherche, mais on pourrait dire l'éducation, devrait être un des seuls endroits préservés. Préserver de quoi ? Préserver d'abord d'une certaine forme de politique, préserver d'une certaine forme de mission, parce que c'est l'avenir de notre jeunesse, c'est l'avenir de notre pays, et que sans les uns et sans les autres, effectivement, nous n'y arriverons pas. Je voudrais d'abord commencer par féliciter celles et ceux qui d'abord l'ont rêvé, l'ont conçu et l'ont réalisé. Et je sais combien ça prend du temps, je sais combien ça prend de l'énergie, et je sais combien ça prend du temps de conviction. Et je voudrais rendre un hommage particulier, je ne l'ai pas cité au départ, bien sûr, à Cédric Villani, qui a joué tant de rôles importants dans les mathématiques, comme un exemple, évidemment, mais aussi à l'initiative de ce musée. On se connaît, je connais ton pouvoir de conviction, je connais ta force de persuasion et je connais aussi combien tu crois à toutes ces choses. Donc avec évidemment tous les gens qui ont ensuite pris le relais, qui t'ont accompagné. Merci Cédric, bravo. Évidemment, un grand merci à ceux qui aujourd'hui œuvrent dans cette maison. Merci Sylvie. Et je voudrais remercier en particulier le fonds de donateurs. Parce qu'effectivement, pour faire vivre dans la durée, pour rendre robuste et avoir des perspectives, et puis aussi accrocher ce type de maison et de science finalement au milieu de la vie réelle, être un fonds de donateurs soutenu par du public, par du privé, c'est un beau symbole, c'est un symbole important et je pense que c'est un symbole qui finalement accroche ces maisons dans la réalité et c'est important d'avoir ces types de partenaires. Donc merci à vous et merci de l'énergie que vous y mettez. Alors, vous savez l'importance que j'ai toujours accordée à la médiation scientifique, au travers la formation, la recherche, l'innovation, mais particulièrement ce point de la médiation scientifique. Personnellement, je suis
absolument convaincue, personnellement convaincue, que de donner le goût des sciences aux plus jeunes, c'est un devoir, je l'ai dit, une mission, mais c'est aussi donner le goût des sciences et former des citoyens éclairés, capables de juger par eux-mêmes, quel que soit leur âge, de leur donner les clés de la connaissance, les clés de la compréhension, pour finalement quelque chose dont on a fort besoin aujourd'hui, se forger une opinion basée sur des faits. Je pense que ça nous manque. Je pense que ça fait défaut à beaucoup de débats et que ce côté d'objectivation, c'est d'abord le propre de la science. C'est cela qui, effectivement, nous fait naître des vocations, mais plus fort encore que ces vocations sur lesquelles je reviendrai, dont nous avons besoin en particulier en maths, je pense que c'est cela aussi qui forme ces citoyens à l'esprit critique, à l'esprit ouvert, et pour combattre un monde aujourd'hui rempli de fake news, de désinformation, et pour relever en particulier les nombreux défis auxquels nous allons être confrontés, et nous sommes déjà confrontés. Alors si je reviens aux mathématiques, effectivement les mathématiques, elles se situent juste au cœur de la science, non seulement pour la recherche, mais aussi pour l'enseignement scientifique. Et j'y reviendrai à tous les niveaux de l'enseignement, en partant du primaire jusqu'au doctorat. Ces développements, on va voir, et on le voit ici dans cette maison, elle irrigue de nombreuses disciplines. C'est peut-être sa particularité au niveau des mathématiques. Antoine a parlé de son escapade vers l'informatique, je dirais comme ça, mais vers bien d'autres aussi disciplines. C'est vrai que les mathématiques sont souvent vues comme le socle de la composante scientifique dans beaucoup de domaines, mais aussi un certain socle de l'intelligence finalement, d'un certain formation de l'esprit méthodologique incontournable effectivement aux scientifiques, mais je dirais plus que ça encore une fois, qui devrait être aussi sur la base incontournable à tous. C'est aussi évidemment la base de tout ce dont on a besoin aujourd'hui, cette modélisation de phénomènes complexes par essence mathématiques, qui est indispensable aussi à toutes les disciplines et à toutes les résolutions de problèmes. Je pense bien sûr aux sciences du climat et de l'environnement, aux sciences du vivant, ou bien encore à tous les traitements statistiques dont on a besoin à partir de données ô combien nombreuses aujourd'hui, pour par exemple faire des suivis épidémiologiques, mais également la modélisation des mécanismes du vivant pour mieux les comprendre et pour mieux apporter des solutions. L'économie aussi est depuis toujours intrinsèquement liée aux statistiques. Et je voudrais ne pas séparer ces sciences que certains diraient dures aux sciences humaines et sociales, ou certaines, où les mathématiques jouent aussi un rôle, ou alors ces sciences humaines et sociales qui apportent aussi un rôle à toutes nos autres sciences. Cette discipline, ces mathématiques, elle est donc au cœur de notre société. Elle est juste cruciale pour relever les défis auxquels nous sommes aujourd'hui donc confrontés. Alors effectivement, on l'a dit, nous avons un atout précieux. J'aime à dire que cet atout précieux, il se construit depuis des années et des années. Par contre, nous risquons de le perdre très vite, parce qu'arriver là où nous en sommes, c'est long et difficile. Le perdre, ça peut être d'une dérivée très forte. Cette excellence que l'on connaît aujourd'hui en mathématiques, elle repose sur la transmission par le savoir et du savoir, par des enseignants-chercheurs, des ingénieurs passionnés et passionnants au sein de nos établissements, universités, écoles, organismes, partout en France et bien sûr ici même en particulier. J'ai suivi attentivement le travail effectué en particulier dans le cadre des assises de mathématiques, dont les conclusions viennent de m'être remises tout à l'heure au ministère. Et je voudrais en remercier en particulier Christophe Besse, l'ISMIM et tous ceux à travers lui qui ont participé à ces assises de mathématiques, le HCERS aussi qui a accompagné et tant d'autres. Et je peux vous dire, et je voudrais associer aussi Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui aurait aimé être là avec moi aujourd'hui, pour dire combien nous analyserons attentivement ces conclusions de ces assises qui viennent de m'être remises, mais que je connais un peu, pour accompagner ces mathématiques, pour que effectivement cette discipline, d'une part, reste au meilleur niveau, mais d'autre part, puisse irriguer l'ensemble des sciences et l'ensemble de la société.
Et ça, c'est pas le même niveau. Je voudrais dire un point déjà par rapport à ce que j'ai vu, ce magnifique petit dépliant et les points qui m'avaient été rapportés déjà sur l'enseignement et la formation. Cette formation des mathématiques ou des sciences, je vais même associer toutes les sciences, qui doit commencer dès le primaire. Moi, je crois beaucoup à l'impact que l'on a sur nos enfants à l'école primaire. C'est là où ils reçoivent le plus d'informations, où ils sont malléables au bon sens du terme, où ils s'émerveillent, où ils vont être attentifs, mais où ils vont aussi réagir et où ils vont être pleinement acteurs. C'est important de les conduire sur toute la durée, collège, lycée, universitaire, mais après, il y a toutes les inhibitions de la vie qui vont apporter à l'adolescence, puis plus vieux. L'école primaire est un endroit où l'impact sur la suite des choix est énorme. Et la suite, évidemment, doit être une grande ligne de suivi, une grande chaîne d'accompagnement. C'est pour ça qu'effectivement, vous l'avez dit, mais la formation des professeurs des écoles, et vous savez, moi, ça fait 35 ans que je suis enseignant-chercheur, j'ai enseigné en primaire, j'ai enseigné au lycée, dans les lycées technologie, j'ai enseigné à l'université. Et je suis intervenue en primaire pendant des années. Et donc, ce que vous constatez là, ça fait des années que ça se prépare, des années. Nous en sommes collectivement responsables, collectivement. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que collectivement, on se prenne en main et on trouve des solutions. Et oui, on a besoin de tous, à tous les niveaux, à toutes les échelles. Parce que c'est juste cette formation dans les villes, dans les écoles primaires, puis au niveau départemental, région, dans les lycées, dans les collèges, puis au niveau État, dans les universités. Chacun doit y jouer son rôle, mais ensemble, nous arriverons peut-être à résoudre une équation qui dure depuis des années, comme celle d'attirer nos jeunes filles vers les sciences. J'en ai 58 ans, ça fait depuis que j'ai à peu près 18 ans que j'en entends parler. Donc c'est un problème énorme. C'est un problème difficile et c'est effectivement un problème qui s'accentue de jour en jour. Cette formation des professeurs des écoles, nous allons la reprendre en main. Je pense qu'on a besoin de tous les acteurs pour la reprendre en main, pour avoir un socle de fondamentaux fort, pour avoir des professeurs des écoles qui ont des spectres larges, au moins au niveau de nos écoles, en sciences, en lettres, etc., parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on va dans les écoles faire des ateliers scientifiques, on se rend vite compte que la peur des maths, la peur des sciences, quand vous avez des prix Nobel en physique, on ne les voit pas beaucoup sur les médias, et quand on les voit, c'est « Ah, moi je ne comprenais rien au quantique, ça va être difficile », donc ça donne envie à tout le monde de tourner une chaîne. Donc il va falloir qu'on change collectivement tout ça. Et ça, il y a du boulot. Et je peux vous dire qu'un des premiers boulots, c'est aussi l'attractivité. Donc un des points que Bruno m'a demandé et sur lequel on porte fortement, c'est effectivement prendre cette attractivité dès le début, donner cette occasion à nos jeunes doctorants, enseignants-chercheurs, le valoriser, et aujourd'hui vous dire que dans le plan compétences et métiers d'avenir porté par le SGPI de 2,5 milliards d'euros, mais sur lesquels il y a les formations, est ouvert un champ attractivité, et en particulier un champ attractivité sur les maths, qui peut vous donner des moyens forts et des accompagnements ensuite avec le ministère et tous les acteurs qui jouent un rôle pour pouvoir effectivement ancrer, pérenniser, mais donner ce levier. Donc c'est important de l'accompagner et effectivement c'est un des points des assises des mathématiques sur lesquels nous allons devoir travailler. Alors j'ai aussi ce plaisir de vous annoncer aujourd'hui dans ce bel écrin, parce que c'est vraiment un écrin quand on voit cet amphi, quand on voit derrière l'arrière-amphi, la salle de thé et tout ce qu'il y reste, c'est juste une ambiance, quelque chose qui donne envie. Donc c'est vraiment un écrin que les mathématiques, parce que pour accompagner ce lancement des assises de mathématiques, lancement au sens de résultat et pas lancement au sens de réflexion que vous avez mené, pour accompagner, j'ai vraiment le plaisir de vous dire que les mathématiciens de toute de France et à travers tous nos établissements et organismes vont bénéficier d'un soutien important pour leur activité plutôt de recherche, mais on sait que quand on parle recherche dans l'enseignement supérieur, ça irrigue obligatoirement la formation et ça irrigue la diffusion de culture scientifique, donc je compte sur vous, mais d'un programme dit PEPR pour les initiés, c'est-à-dire exploratoire de recherche, financé à hauteur de 50 millions d'euros et confié
en coordination au CNRS comme pilote. Merci au CNRS, merci à l'ISMI et merci à tous les établissements nombreux qui vont agir et participer dans ce beau programme. Ce programme, il est baptisé Mathématiques pour le vivant, l'environnement et la société. Je pense que ça veut dire beaucoup. Merci d'avoir donné cette orientation parce que je crois qu'il est important d'avoir des disciplines fortes et en plus les mathématiques fondamentales, mais aussi des mathématiques pour les usages, les applications. Et aujourd'hui, finalement, c'est un continuum dans beaucoup de disciplines d'ailleurs. Faire la différence, c'est un problème, mais agir sur le continuum et soutenir les deux bouts, c'est une nécessité. Et je pense qu'aujourd'hui, associer les mathématiques à ce défi de l'environnement, je dirais tout ce qui est climat, vivant avec la biodiversité, d'avoir cette vision systémique, c'est un très beau symbole pour porter votre projet. Merci à vous. Je pense que ces mathématiques, dans ce PEPR, vont être en lien dans l'interdisciplinarité avec toutes les disciplines que sont la physique, la biologie, bien évidemment, l'informatique, évidemment, mais aussi l'écologie, les géosciences ou encore les sciences humaines et sociales, indispensables pour porter aussi tous nos beaux projets de sciences dites dures. Alors, je finirai par vous dire que je suis juste certaine que, parce que je connais les gens qui les portent, parce que je connais les communautés, que ce programme contribuera aussi aux actions de médiation scientifique partout en France. Certaines ont été citées. Je pense que d'avoir ce réseau, c'est aussi important. Les maths ou les sciences, peu importe, quand il y a des sciences, il y a des maths, et d'avoir cette vision. Je voudrais renouveler toutes mes félicitations sincères pour tout ce que vous avez réalisé ici. C'est juste magnifique. Je voudrais un mot pour les architectes que j'ai croisés tout à l'heure. Ça ne me donne qu'un envie de venir visiter à fond votre beau musée Poincaré. Mais de ce que j'en ai vu, bravo. C'est à la fois l'histoire que vous avez su préserver, ces bois, cette histoire protégée, parce qu'on se replonge dans l'histoire des mathématiques, et en plus avec un effet waouh extraordinaire, et la présence de connaissances de fond qui sont là, qui sont présents. Donc un mélange de A à Z qui donne envie et qui va justement faire ressortir avec de la connaissance, des envies et donner la vocation à nos jeunes. Donc merci aussi aux architectes parce que la coquille, l'environnement, c'est fondamental, en particulier quand on accueille notre jeunesse. Je pense qu'elle sera un exemple pour essaimer. C'est aussi une recommandation des assises des mathématiques, essaimer ces maisons des sciences ou ces maisons des mathématiques. Je connais toute la puissance de ce type d'outils. Et je peux vous dire, pour en avoir discuté déjà avec Gabriel Attal et en son nom, en notre nom commun, que en plus de la notion de formation, puisqu'on est à cheval sur nos deux ministères, ces maisons des sciences, on va regarder avec intérêt et étudier ces propositions pour voir comment les utiliser et s'aimer plus largement et pouvoir offrir à tout le monde sur notre territoire cet accès aux sciences, cet accès indirect à l'enseignement et cet accès à la connaissance et à faire ce que j'ai appelé des citoyens éclairés. Bravo, merci beaucoup et on continue. Merci Madame la Ministre, merci beaucoup. Si vous en êtes d'accord, Mesdames et Messieurs, nous allons terminer cette première séquence de l'après-midi avec une petite vidéo qui présente l'un des dispositifs phares de la Maison Poincaré, c'est Holomath.